bienvenue à tous à Face à l'actualité. L'élection des gouverneurs dans 13 des 26 provinces de la RDC aura lieu le 6 mai prochain. À travers le territoire national, au Kasaï oriental, nous savons plus ou moins qui pourront compétir. La CENI, sur sa liste provisoire, avait écarté un certain nombre de candidats. Ils ont été pour la plupart réhabilités par la Cour d'appel. On aura bien le ticket Thierry Ponda et Desi Moukebaï à l'élection le 6 mai prochain. Sur ce plateau, nous recevons Maître Desi Moukebaï, qui est avocat, qui est très connu dans les milieux d'abord du droit, mais également les milieux politiques au Kasaï oriental, parce qu'il a rarement sa langue en poche. Maître Desi, bienvenue à cet entretien. Merci, M. Arsène. Voilà, très heureux de vous avoir en Bujimaï. C'est pas facile ces temps-ci de vous avoir ici même. Comment vous allez? Je me porte très bien. Félicitations. Votre ticket va être en lice, va briguer le poste de gouverneur et vice-gouverneur le 6 mai prochain. Vous avez été écarté de la liste par la CENI pour conflit d'intérêts parce que vous êtes de l'UDPS. Le secrétaire général du parti s'était plaint et que la CENI avait cédé à cette dénonciation. Quel a été votre sentiment lorsque ce jugement a été rendu par la Cour d'appel? Bien, il faut le dire clairement que nous avons été très heureux de voir que la justice a repris pratiquement son indépendance, donc les pouvoirs judiciaires en général a repris son indépendance, chose que l'on a souhaité il y a très longtemps. Aujourd'hui, les cours et tribunaux sont à même de se prononcer sans qu'aucune interférence n'intervienne. Nous avons salué cet arrêt de la Cour d'appel parce que nous ayons non seulement réhabilité, mais aussi pour avoir déclaré irrécevable l'intervention volontaire faite par l'UDPS. Je disais tout à l'heure dans l'introduction que vous êtes de l'UDPS. Comment est-il arrivé que vous puissiez vous opposer au ticket choisi par le parti et que vous vous présentiez en indépendant? Et je crois avoir à plusieurs reprises répondu à cette préoccupation. Je me rappelle que la dernière fois où le candidat indépendant Thierry Ponda s'est présenté à Safari Beach pour la tenue de l'élection primaire, il a été écarté. Écarté avant le début de l'activité pour la simple raison qu'il se serait présenté des années passées sur une liste opposée et qu'il ne pouvait pas être admis à compétir avec les autres pour avoir un candidat unique. Raison pour laquelle, s'estimant lésé et n'ayant plus les mains liées par rapport à ce qui pouvait être pris comme résolution, il a décidé, conformément aux dispositions légales, d'aller en indépendant. Parce que déjà, la loi électorale, surtout parlant de la disposition que vous avez évoquée, l'article 15, donne avec beaucoup de détails comment on peut présenter une liste électorale. Une liste électorale peut être présentée par un parti politique, un regroupement politique ou un indépendant. Estimant qu'il pouvait aller en indépendant, il a usé de son droit le plus légitime et constitutionnellement garanti. Et j'aimerais encore une fois de plus dire que ce n'est pas de l'opposition, par contre, c'est encore une fois de plus le fait d'asseoir ce que nous voulons aujourd'hui, les principes qui sont régis par un état de droit. Est-ce que vous êtes sorti de l'UDPS par le fait que vous avez dit que vous avez joui de vos droits comme Congolais parce que les lois vous les garantissent, mais par le fait, je reprends ma question, par le fait justement d'aller en course comme indépendant, avez-vous décidé de quitter le parti? Non, cette décision n'a jamais été prise. L'UDPS est un parti très bien organisé qui a ses statuts. Je crois que la hiérarchie du parti pourra en décider si elle le veut bien, mais dire qu'il y a une décision de quitter le parti, de votre côté, cela n'a jamais, on n'a jamais fait mention de cela. Et on n'a même pas votre intention. On n'a même pas cette intention de vouloir quitter le parti. Alors, nous allons y revenir. Parlons de ce procès. Nous avons vu l'armée des avocats que vous avez mobilisés en ce moment-là.
Vous étiez confiant, le casting était de taille. Vous disiez que quoi qu'il arrive, je suis le mieux représenté et défendu possible. Vous savez, les avocats sont tenus à l'obligation de moyens, mais cette fois-ci, il faut quand même reconnaître que le résultat qui est issu de ce travail peut être attribué, ou la paternité de ces résultats peut être attribuée à ces avocats qui m'ont assisté personnellement. Je les salue d'ailleurs en passant. C'est un collectif constitué des avocats forts, ça il faut les reconnaître. Je crois que vous avez été vous-même dans la salle d'audience, vous avez vu leurs prestations, elles étaient appréciées de tous, même de ceux qui étaient venus pour soutenir d'autres candidats ou le parti. Ils ont compris que nous avions un collectif très bien organisé et qui avait un système de jeu très professionnel. À quel moment vous avez senti que vous alliez l'emporter? Au moment où les exceptions n'ont jamais été rencontrées, ça c'est premièrement. En fait, s'il faut revenir dedans, la première exception soulevée était en rapport avec les défauts de motivation. On nous a notifié une décision avec presque pas de motivation. Ça, c'était la première exception, ou le premier moyen exploité par les conseils. Le deuxième moyen était de l'interprétation erronée ou abusive de l'article 15 de la loi électorale. Et troisièmement, par rapport à l'intervention volontaire de l'UDPS, il y a eu défaut d'exploitation de l'article 212 de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, qui a fait que l'UDPS, n'ayant pas déposé une requête motivée, et ne pouvait pas prétendre faire intervention volontaire. Surtout qu'il s'agissait, cette fois-là, de la cour d'appel, siégeant comme cour administrative d'appel. Qu'est-ce que vous venez chercher à la tête de la province du Kasaï oriental? Thierry Ponda, avec qui vous êtes sur le ticket, homme d'affaires, très connu dans les mouvements associatifs des jeunes, et puis militant fervent de l'UDPS, vous-même avocat, défenseur des droits de l'homme, vous êtes dans la lutte contre la corruption, tout ça est déjà très bien. Qu'est-ce qui vous amène dans cette échéance? Nous voulons présider à la destinée de la province pour apporter notre expertise, hein, cette fois-là pour permettre aux fils et filles de la province, bien sûr, de pouvoir retrouver leurs droits qui ont été longtemps bafoués. Vous savez, Arsène, aujourd'hui, je suis très heureux, surtout que c'est peut-être pour la première fois que vous me recevez. Je sais qu'on est, toujours ensemble, mais on n'a jamais eu à passer une émission ensemble. Je peux aujourd'hui dire que notre vision voudrait redorer l'image de la province, permettre à ce que la communauté puisse accéder facilement aux services sociaux de base, surtout ça, et permettre à la province de revêtir de sa plus belle robe. Voilà ce qui nous amène. On a déjà fait preuve de bons gestionnaires dans la gestion de projets à impact de développement, différents projets comme déjà tu les as énumérés. Mon colistier aussi, il est dans l'entrepreneuriat privé, il a déjà fait ses preuves. Alors pourquoi ne pas amener cette expertise à la tête de la province? Et la province dont vous parlez, c'est le Kasaï oriental. Le Kasaï oriental. Une province dans une situation socio-économique presque catastrophique, et que dans une année et demie, il y aura élection 2023. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire Pourquoi ne pas attendre 2023, briguer maintenant le mandat pour 5 ans et déployer un projet qui puisse vraiment avoir un impact sur la vie de la population, que de se lancer maintenant et faire face à des impératifs politiques qui vont peut-être vous empêcher de travailler? Comme le dit d'ailleurs Emmanuel Macron, il est vraiment difficile de développer un pays dans 5 ans, tout comme il est aussi difficile de faire changer les choses dans une année et demie, mais on peut déjà permettre à la province de marquer un pas. Parce que nous amenons un programme d'urgence qui a pratiquement des axes prioritaires qui devront s'exécuter pour certains à court terme, à moyen et à long terme. Nous pouvons commencer par maintenant, parce qu'en fait, je crois qu'il y aura élection des gouverneurs au mois d'avril ou mai 2024.
si le calendrier électoral est vraiment respecté. Nous pouvons déjà marquer les pas par rapport à certains axes prioritaires, c'est-à-dire des besoins très élémentaires de la population, faciliter quand même l'accès, comme je l'ai dit tantôt, aux services sociaux de base. Nous avons des besoins très primaires auxquels nous pouvons déjà faire face pour permettre quand même à la province d'être soulagée. En attendant que les élections de 2024, là, ce que nous aurons abattu comme travail, pourra déjà faire notre propre campagne pour avoir cette fois-ci un mandat plein au cours duquel on devra achever tout ce qui n'a pas été fait pendant ce temps, c'est-à-dire les réalisations à moyen terme et à long terme. Nous devrons cette fois-là les achever. Bien sûr, lorsque cette communauté devra apprécier la qualité du travail à fournir maintenant, et l'Assemblée provinciale que l'on aura cette fois-là, elle devra aussi apprécier notre travail et facilement elle pourra nous donner confiance. Ou si ce sont les mêmes personnes, ils pourront reconduire la confiance par rapport à ce que nous avons fait comme travail sur terrain. Parce que vous citez l'Assemblée provinciale, elle est majoritairement constituée de l'UDPS qui aligne un ticket à cette élection et du RDT qui a aussi un ticket dans cette même élection. N'est-ce pas prendre trop de risques et faire des dépenses vraiment perdues d'avance en vous engageant dans une compétition? Vous savez que l'arbitre a déjà un camp qui l'a choisi. L'arbitre ici, qui est l'Assemblée provinciale, constituée majoritairement de l'UDPS, son camp est connu. Ne s'agit-il pas d'une bataille perdue d'avance? Et je peux revenir un peu sur ce que tu venais de dire. Faire trop de dépenses, je ne pense pas. Ça veut dire payer 10 000 $ pour la caution, voilà. C'est beaucoup d'argent déjà. Quand on a l'amour de sa province, parce que déjà il faut vous avouer que nous avons un principe ou des principes sur base desquels nous allons travailler, c'est d'abord l'amour du prochain. Il faut aimer Arsène, aimer ce qu'il fait, l'encourager, c'est ce qui manque chez nous. Il faut aimer le service offert à l'autre, donc servir la population, il faut déjà aimer, apporter l'expertise et compétences, ce sont là les éléments sur base desquels nous allons travailler. Si je n'aime pas mon prochain, je ne peux pas me soucier, je ne peux pas me sacrifier pour lui rendre service, par exemple. Vous savez, depuis un temps, permettez-moi que je le dise avant que je n'oublie, tout ce que nous avons manqué dans cette province, c'est de vouloir fédérer toutes les énergies autour de nous pour résoudre nos problèmes. On veut toujours exclure les autres. On a tendance à exclure les autres une fois que l'on accède à un poste. C'est dommage. Or, si nous nous aimons et si nous comptons sur l'expertise des autres, nous pouvons mieux faire. Et d'ailleurs, je suis en train de parler du changement ou du soulagement que nous devrons apporter à la province. Ce n'est pas exclusivement... ce ne sont pas les candidats ou les gouverneurs eux-mêmes qui doivent le faire. C'est-à-dire nous comptons aussi sur votre apport, l'apport des anciens gouverneurs, l'apport de tous les natifs de la province. Ça pourra faire que nous atteignions les résultats escomptés. Alors, Maître Désy, je parlais de cette assemblée provinciale. Oui, c'est vrai que vous ne pouvez pas, même en tant que gouverneur et vice-gouverneur, vous seul, quels que soient les moyens à votre possession, développer une entité, comme la province du Kasaï oriental. Oui, tout le monde doit participer, mais là nous sommes dans une compétition où l'un de vos adversaires ou certains de vos adversaires ont presque 90% de l'emporté que vous. N'est-il peut-être pas temps en ce moment ici de voir la réalité en face, de tirer les conséquences et d'abdiguer en faveur de tel ou tel autre, fédérer toutes ces forces autour de celui qui probablement pourrait l'emporter? Vous savez qu'il y a aussi un problème de destin dans tout ce que nous faisons. Il faut souligner, il y a un problème de destin. Je vais vous donner un cas pratique, le cas de Genève. L'opposition doit avoir un candidat unique. Tout le monde s'est rendu à Genève. Le candidat unique est sorti, mais ce n'est pas le candidat unique qui a été choisi à Genève qui est aujourd'hui à la tête du pays. C'est-à-dire que nous, par rapport à cette vocation, par rapport au processus qui nous amène à
à retrouver notre destin, nous sentons que nous sommes en mesure d'affronter n'importe quel candidat, d'où qu'il vienne, jusqu'à obtenir la victoire finale. Vous voyez déjà que le processus, depuis le début du dépôt de candidature au niveau de la fédération, il y avait des soucis, ça, peut-être que vous êtes informés, il y a des soucis, il y a des gens qui ont voulu pratiquement aller au-delà de ce que prévoient les textes, parce que les textes qui régissent les partis politiques sont notamment la loi portant fonctionnement et organisation des partis politiques, et il y a aussi les statuts et règlements d'ordre intérieur à chaque parti politique. Dans les statuts de l'UDPS, il n'est écrit nulle part que celui qui vient d'adhérer ne jouit pas des mêmes droits que ceux qui ont déjà fait 10-20 ans. C'est-à-dire, dès que vous adhérez, vous êtes membre et automatiquement, vous devez jouir de tous les droits. Et parmi les droits, vous verrez qu'elle en cite des droits d'élire et les droits d'être élu. Au niveau de la fédération, il y avait déjà des soucis. Malheureusement, pour les détracteurs, ils n'ont pas eu gain de cause. On est allé au niveau national où la commission électorale permanente a réceptionné les candidatures avec des critères préalablement définis. Malheureusement, au niveau de l'élection primaire, il y a un groupe d'individus qui va faire irruption avec des critères pendant les Jeux. Heureusement, je suis en face d'un amoureux du sport. Comment est-ce qu'on peut élaborer des règles des Jeux pendant les Jeux? En tout cas, nous, on a trouvé que c'était pratiquement difficile de l'admettre. C'est comme ça que nous sommes sortis de ce cadre pour exercer notre droit. Alors, je vous dis que le parcours déjà peut démontrer qu'il y a un vainqueur qu'on est en train d'étouffer, mais malheureusement, il est sur le chemin de son destin. Ah, vous avez anticipé, hein. J'allais justement vous demander pourquoi avons-nous l'impression que la candidature de Thierry Ponda comme gouverneur du Kasaï-Oriental a fait face à autant d'opposition au sein même du parti et de l'UDPS? Je crois que c'est une réponse qui peut être bien donnée par ceux qui ont peur. Parce qu'en fait, je ne comprends pas. Il ne vous est pas arrivé jusqu'ici à faire une analyse par rapport à cette situation, de comprendre, déjà au niveau de la fédération, vous avez dit que ce n'était pas facile, nous l'avons vécu. Oui. Il y a vraiment des gens qui ne voulaient pas de cette candidature pour leurs propres raisons, parce Oui. que les textes autorisent et Thierry Ponda et tous les autres de candidater au sein de l'UDPS. À Kinshasa, pareil. Il ne vous est pas arrivé de penser à ça? Nous avons compris que c'est un indicateur objectivement vérifiable qui démontre la peur. Lorsqu'on a un élément qui ne gêne pas, vous voyez, il y a d'autres candidats qui évoluent facilement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'eux. On est vraiment sur un élément que l'on contrôle à tout moment. C'est comme qui dirait une équipe de foot dans laquelle vous associez Lionel Messi. C'est tout le monde qui a les yeux braqués sur lui parce qu'à tout moment, il peut surprendre dans les bois. Et c'est vous, Lionel Messi? Bien sûr. Comment comptez-vous gouverner? Je vous souhaite déjà bonne chance. Merci J'espère beaucoup. que vous serez au soir du 6 mai, gouverneur et vice-gouverneur, Thierry Ponda et vous. Mais comment comptez-vous gouverner, même si vous l'emportez au niveau de l'Assemblée provinciale, dans une province où c'est l'UDPS qui est majoritaire au sein de l'opinion, il faut le reconnaître, et que la fédération a clairement apporté son soutien au candidat choisi à Kinshasa. Que comptez-vous faire pour qu'une fois élu, que vous puissiez cohabiter avec le parti présidentiel, qu'il faut quand même le reconnaître, est difficilement malléable? Nous reconnaissons la force de l'UDPS dans la province. Nous sommes fils maison. Je crois que nous allons appeler tout le monde autour de nous. Il est difficile de gérer la province en excluant les autres. Il faut mettre tout le monde ensemble. Chacun devra apporter sa pierre à la construction de l'édifice. L'UDPS et tous les autres partis qui constituent la majorité présidentielle actuellement, nous devrons les associer. Et même ceux qui ne partagent pas le même point de vue que nous devrons les associer par rapport à leur expertise déjà. Si nous estimons que cela peut nous être utile, nous allons les associer et personne ne sera exclu. Nous aurons un pouvoir très pacificateur qui devra réunir tous les ressortissants autour d'une table pour l'intérêt général. Je peux vous donner un exemple de natif du Grand Kivu. Lorsqu'il s'agit
des questions d'intérêt général, ils sont tous ensemble. Majorité, opposition, société civile, ils se mettent ensemble parce qu'ils doivent réfléchir sur des solutions pratiques à apporter à leurs problèmes. Je crois que c'est ce que nous allons instaurer ici comme mode de gestion pour permettre à tous de contribuer au progrès ou à la prospérité de la province. Et je crois que ça sera très bien accueilli. Et au cas où il y a des petites difficultés, on fera comprendre. Et je crois que pour ceux qui pourront s'emporter, ils devront revenir à la raison. Vous avez aussi envisagé l'après-élection si vous ne réussissez pas? Bien sûr. Déjà, je vous dis que c'est une hypothèse qui n'est pas admise chez nous, parce que nous allons pour la victoire. Mais au cas où il arrivait, que le Christ arrive avant les élections, parce que c'est aussi notre hypothèse. Non, mais au cas où il arrivait que vous ne l'emportiez pas? Non, non, nous n'avons pas ce plan-là. Vous n'avez pas Nous venons pour vaincre. Nous venons pour vaincre, soyez-en sûrs. Et je veux bien que l'on passe encore une autre émission comme celle-ci. Le 7 mai, je crois que je pourrai revenir sur cette phrase. Et vous en serez... vous allez vous en souvenir, donc vous allez vous en souvenir certainement que j'avais promis qu'on aura une émission comme celle-ci au cours de laquelle je vais parler de cette victoire. Maître Désy, je vais vous poser une question personnelle parce que nous sommes en train de terminer avec cet entretien. Votre réputation vous précède. Vous avez mené une longue lutte, long combat dans la lutte contre la corruption. Nous vous avons vu sur tous les fronts avant les scrutins présidentiels de 2018. Vous avez été rencontré presque tous les candidats majeurs qui étaient en lice. Le président Tshisekedi à l'époque candidat, Martin Fayoulou à l'époque également candidat, ainsi que d'autres candidats, pour faire passer votre message de la lutte contre la corruption. Personnellement, est-ce que le fait de vous engager dans la politique congolaise où la corruption, on ne va pas se voiler la face, et quand même le maître mot, n'avez-vous pas peur d'enterrer tout le travail que vous avez fait sur votre personne, tout le combat de votre vie, en vous engageant dans un système où vous serez probablement obligé d'accepter de sous ou de corrompre pour avoir les faveurs de tel ou de tel autre, à Kinshasa, à la présidence, au sein du gouvernement? Arsène, je suis très content parce que là vous venez de toucher un point très pertinent. Nous n'allons pas enterrer ce combat. Le combat va continuer, on va le mener d'ailleurs de la plus bonne manière. Nous allons prêcher par l'exemple. Vous savez, aujourd'hui, on peut considérer que notre province est parmi celles qui n'ont pas des recettes fortes. Elle peut avoir effectivement des recettes faibles, mais comment est-ce qu'on les administre? Je dis que notre combat, nous allons le commencer à partir de chez nous, où nous devons démontrer à la face du monde qu'avec les peu que nous avons, on peut être en mesure de réaliser quelque chose. Et quand on parle de la lutte contre la corruption, il y a aussi d'autres antivaleurs qui sont presque rattachées à la corruption. Il y a notamment les détournements des deniers publics. Nous devons, cette fois-là, mener ce combat à l'interne, c'est-à-dire au gouvernement provincial, où on doit veiller à ce que chacun ne se réjouisse que de ses revenus obtenus de manière licite. Si vous avez vos revenus mensuels, vous devez vivre de ça. On ne peut pas mettre la main dans la caisse de l'État pour quoi que ce soit. Et tous ceux-là qui vont oser mettre la main dans la caisse de l'État, ils se verront déférés devant les cours et tribunaux. En tout cas, même des intouchables, entre guillemets. Non, il n'y a plus d'intouchables au Congo. C'est ce que vous dites ou c'est ce que nous vivons? C'est question d'expérimenter. Vous trouverez que tous ceux-là qui ont osé mettre la main dans la caisse de l'État, ils ont été déférés devant la justice. Et c'est ça que nous allons amener au niveau de la province. Il y a aussi d'autres antivaleurs que nous devons combattre. Je suis surpris, malheureusement, de voir d'abord que dans ma province, les gens circulent librement, même avec des engins, sans permis de conduire. On ne vend pas le permis de conduire. Il n'y en a pas. Non, mais même s'il y en avait... Il y a un ténalier. Je sais que les permis de conduire seront produits d'ici le mois de mai, mais même les ténaliers que l'on peut produire localement, en tout cas, je n'en vois presque pas. Il suffit de poser la question aux gens. Les gens ne payent pas les impôts.
Impôts sur les revenus locatifs, Non, les mais ils disent impôts qu'ils n'ont pas fonciers. d'argent. Non, mais quand vous avez des locataires dans une parcelle, comment vous pouvez estimer que vous n'avez pas de l'argent pour payer l'impôt sur les revenus locatifs? Même si le locataire vous paye $20, défalquez ce qui appartient à l'État. Le problème avec cette population, parce que nous vivons dans la population, nous posons la question à la population, c'est qu'elle est fatiguée de payer de l'argent, mais dont l'affectation pose problème. Très bien, très bien. Comment allez-vous demander à des citoyens moyens de continuer de vous donner de l'argent et qu'à l'arrivée, c'est seule votre vie qui s'améliore et rien ne marche? C'est cela aussi le problème. Je crois que cette fois-ci, ils ont la chance de voir la transparence dans la gestion des fonds. Les citoyens seront eux-mêmes, ils vont s'activer à payer les impôts ou à s'acquitter de leurs devoirs en voyant ce qu'ils payent fait déjà sur terrain. Vous avez par exemple un problème de passerelle. Dès que vous payez l'impôt, vous avez une passerelle dans votre coin. Vous payez l'impôt, vous avez la route réhabilitée. Je crois que ça va encore leur permettre de payer davantage. Je crois que par rapport à ça, vous allez peut-être me demander comment vous allez faire alors qu'il y a déjà des agents sur terrain qui mettent de l'argent dans leur poche et tout. Il y a des petites choses que nous allons amener pour la province qui vont distinguer notre gestion de celle précédente, même dans la transmission des fonds et tout ce qu'il y a autour des perceptions des taxes et impôts. On va faire l'effort de numériser. C'est vraiment un grand projet. Il faut l'avouer, nous avons rencontré des gens qui avaient déjà amené ces genres de projets ici, mais qui n'ont pas été les bienvenus. Peut-être par rapport à certaines réalités qui sont inconnues de nous, mais dans notre gestion, rassurez-vous que la transparence sera le principe. Vous n'allez pas, vous aussi, commencer à envoyer de l'argent à Kinshasa pour prendre soin des mentors, des parapluies? Raison pour laquelle nous ne venons pas sous les labels de quelqu'un. On ne vient pas défendre les intérêts privés d'une personne. Nous venons à notre nom pour servir la population du Kasaï oriental. Il n'y a pas de mentor à servir. Nous avons perçu, ou nous devons percevoir $600 000. Les $600 000 sont affectés au service de la nation, de la population. Alors nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, Maître Désy. Je voudrais que la population que vous regarde retienne quelque chose de vous. C'est vrai que ce n'est pas elle qui va élire, ce sont ses représentants, les députés provinciaux, mais elle a son mot à dire. Nous l'avons vu en 2019, comment elle a porté un candidat jusqu'à l'imposer auprès de députés provinciaux. Qu'est-ce qu'elle devrait retenir du ticket Thierry Ponda et Maître Désy Moukébaï? Je vais cette fois-ci donner une très bonne orientation à la population, lui dire qu'elle a la chance cette fois-ci d'avoir un ticket qui devra militer pour le changement dans notre province, commençant par des besoins élémentaires. Nous allons soulager les maux de la province en commençant par l'exécution de ce que nous avons prévu à court terme, à moyen et à long terme. Et aussi, la province devra comprendre qu'elle a un mot à dire. C'est vrai, comme le chef de l'État lui-même l'a dit lors de son passage à Kananga, estimant qu'il ne pouvait pas intervenir dans la gestion des provinces, c'est-à-dire à s'immiscer dans les échéances électorales. La province avait un mot à dire à ses représentants qui vont, à leur tour, porter les choix sur des candidats valables qui ont la bonne vision pour la province, qui ont un programme pragmatique, réaliste et réalisable. Maître Désy Moukébaï Mwamba, candidat vice-gouverneur du Kasaï oriental sur le même ticket avec Thierry Ponda, vous êtes indépendant. Je vous dis merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions merci beaucoup. Tambour Matin. Merci beaucoup, M. Arsène. Merci beaucoup aux téléspectateurs. À très bientôt. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien de Face à l'actualité. Merci de l'avoir regardé de partout. À la prochaine.